Bienvenue sur Loup-Garou France. C'est une vidéo spéciale discernement. Vous savez que sur la chaîne YouTube, vous avez la playlist spéciale discernement, ainsi que d'autres playlists, témoignages, reportages, etc. Donc, je vais répondre à un reportage que j'ai découvert il y a peu de temps, et qui est sorti d'ailleurs il y a peu de temps au moment où je parle, d'un youtubeur très sympathique et talentueux qui s'appelle Indiana Fraise. Je pense que tout le monde le connaît, c'est un youtubeur qui fonctionne bien apparemment. Et j'ai regardé un certain nombre de ses vidéos et je trouve que il y met beaucoup de cœur et il est assez, il me semble être quelqu'un d'équilibré, de cohérent, d'avoir les pieds avant tout sur terre, même s'il a souvent la tête dans les étoiles, au sens artistique. On voit que c'est un artiste. Et donc, mais ce que j'aime avant tout, c'est le côté pragmatique. Terre à terre, c'est fondamental. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs en formation de théologie, à savoir donc, pour citer saint Thomas d'Aquin, foi et raison marchent ensemble comme deux affectionnés, c'est-à-dire donc que les deux existent. Et avant d'en conclure, avant d'envisager même une explication spirituelle, paranormale, surnaturelle, eh bien il faut toujours chercher les explications naturelles, terre à terre. C'est la base même du ministère de prêtre exorciste. D'abord chercher les causes naturelles. Et ce fut mon travail pendant, ça fait plus de 25 ans que je travaille, peut-être 27 ans, un truc comme ça, que vraiment j'ai un intérêt très prononcé pour l'animal qu'est le loup-garou. Et il y a une bonne quinzaine d'années, vers 2009 à peu près, j'ai bien à peu près parce que j'ai pas tout noté, j'ai découvert que le loup-garou existait réellement. Et donc, car je tenais un site loup-garou.org à l'époque. Donc ça date. Et sur le forum actif, je ne sais pas si les forums actifs existent toujours, mais les gens ont parlé de loup-garou, beaucoup un peu de cinéma, de musique, d'illustration, beaucoup de dessins, de mythologie, de folklore, de tout ça. Enfin, ça brasse large, sans aller jusqu'à la cryptozoologie. Ça brasse très très large le loup-garou. Le loup-garou, on en entend parler depuis Mathusalem. C'est pas un truc qui date de juste d'aujourd'hui comme ça. Et donc, très vite, il y a des personnes qui m'ont contacté, puisqu'ils avaient un interlocuteur, et qui m'ont finalement appris que les loups-garous existaient bien, mais pas sous la forme à laquelle je pensais, c'est-à-dire donc à la forme lycanthropique, l'homme qui se transforme en animal. Évidemment, ça n'existe pas. Mais bien un animal, un réel animal, physique, et fait de chair et d'eau, et d'os. Et donc, c'est comme ça que j'avais découvert ça. Et après, j'ai fait un gros travail d'analyse, en parallèle à mes études théologiques, travail aussi artistique à côté, tout ça. Donc, j'ai beaucoup appris, beaucoup appris durant toutes ces années. Et donc, il y a 3 ans, au moment où je parle, en tout cas, j'ai ouvert Loup-Garou France pour faire profiter de toutes les connaissances que j'avais acquises au fur et à mesure du temps. Voilà, en toute humilité, mais je ne veux pas faire non plus de la fausse humilité. Quand c'est pas vrai, et que je maîtrise un petit peu mon sujet, je le dis aussi, je ne veux pas faire comme ça, faire semblant, par humilité, non, je ne vais rien dire, parce que non, si c'est faux, c'est faux. Je connais un petit peu depuis le temps, donc c'est pas comme si je découvrais ce phénomène-là il y a 2 ans, quoi. C'est ça, voilà. Donc je vais faire une spéciale discernement parce que il y a dans le reportage qu'il a effectué, il s'est entouré, donc il y a 3 autres personnes et un petit chien, un chien. Donc j'ai trouvé des choses intéressantes chez Indiana, et puis mais pas toutefois dans le reportage global, j'ai trouvé beaucoup de lacunes et aussi surtout de manque de réponse. Alors surtout ne prenez pas cette vidéo comme un clash
comme du drama. Moi je suis pas dans ces trucs-là, hein. Déjà moi je suis pas youtubeur. Hein. Donc je suis pas dans les... Voilà, moi je suis chasseur de loups-garous à plein temps, hein. C'est mon job. Mais c'est YouTube, c'est une plateforme d'exposition pour moi, mais c'est YouTube précisément, YouTube me rapporte pas grand-chose. Hein. Donc, d'ailleurs, soit en passant, Indiana Fraise, un peu moins de pub sur tes vidéos, ça serait bien, parce que là, c'est une submersion de pub. Je comprends, il faut du pognon, il n'y a pas de problème avec ça. Le fric, il en faut. Ça, il n'y a pas de problème. Genre, je reçois même des dons, je vends des livres, des trucs comme ça, donc c'est normal. On a tous un business dans un travail de reportage ou artistique et tout ça. Quand je dis business, au sens positif du terme. Je sais qu'en France, on a un problème avec l'argent, dès qu'on demande de l'argent ou dès qu'on vend des trucs, tout ça, machin. Les gens en France ont un vrai problème avec ça. Et par contre, ils sont bien contents de profiter de la gratuité. Toutefois, je me permets de te dire, Indiana Fraise, car je pense que tu me connais déjà et je sais que tu regardes ces vidéos, enfin tu me connais partiellement en tout cas, je pense que tu as forcé un peu sur les pubs. Moi-même, j'essaie d'y aller, bon, j'en mets aussi, quoi, mais j'essaie d'y aller mollo aussi parce que ça fait chier le monde. Et après, c'est difficilement regardable. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à regarder cette vidéo-là, déjà par le manque de connaissances, non pas de ta part, parce que c'est pas parce que tu connais pas qu'on peut pas regarder, mais c'est surtout par le manque d'interlocuteurs, le manque de réponses, parce que tu n'étais pas entouré de spécialistes en fait. Et ça, je vais l'étayer hein, dans cette vidéo-là. Donc, il y a de mon point de vue, ça aurait été mieux que tu t'entoures un peu mieux pour ce genre d'excursion-là, voire même que tu ne t'entoures pas. Et ça aussi, je vais y venir. Donc, en tout cas, petit message fait, chose faite, et je vais donc... alors, au début, je me suis dit, bon, je vais regarder comme ça, par curiosité, voilà, par intermittence, comme ça, puis bon, je l'ai regardé je sais pas, en 4-5 fois, puis au bout d'un moment, je voyais qu'il y a beaucoup de trucs qui n'allaient pas, en tant que puriste du sujet, et je me suis dit, tiens, c'est dommage, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui regardent ce genre de contenu-là, et ils ont bien raison, et je les salue, bien bas. Mais le problème, c'est ça manque réellement, cruellement de réponses cohérentes, palpables. Et en fait, à la fin, on en ressort, tant qu'on viendra, c'était... il y a eu vous avez eu, enfin, moi j'ai l'habitude, mais vous avez eu des frissons, mais c'est plus une balade de Goonies. C'est plus une promenade. C'est plus... voilà, c'est une promenade, pas une... précisément au sens profond du terme, de mon point de vue, hein, un véritable reportage. Donc bon, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux loups-garous, qui font des promenades comme ça. C'est très bien, attention, je critique pas, hein, je donne juste, j'essaie juste de donner les bons qualificatifs, en fait, qu'on se perde pas et qu'on soit dans l'exactitude des mots. Il y a pas mal de personnes qui s'intéressent aux loups-garous et ils font des promenades. C'est-à-dire ils vont en forêt, un peu le jour, des fois un peu la nuit, puis ils rentrent chez eux. Et des fois il y en a qui posent une caméra, c'est ce que tu as fait. Enfin, il y avait 2 caméras en l'occurrence. Voilà, puis voilà. Donc c'est plus complexe que ça la chasse aux loups-garous quand même. C'est pas pour... encore une fois, c'est pas pour critiquer gratuitement ou te contrarier ou je ne sais quoi, pas du tout. C'est pour t'aider toi, mais aussi aider ta communauté à mieux comprendre ce phénomène, quelle est cette bête réellement, son étymologie, sa morphologie, etc., ses habitudes et comment s'y prendre de façon optimale tout en restant indépendant, car toi comme moi nous sommes des indépendants malgré tout, on peut être professionnel et indépendant, mais donc c'est pour augmenter un petit peu le niveau de connaissance et de maîtrise du sujet de ceux qui, de toi et de tous tes abonnés en l'occurrence. Donc,
Bon, on passe, j'ai pas tout relevé parce qu'il y a beaucoup de choses, mais par exemple à 4 minutes 30. Donc le gabarit de la taille d'un être humain. Alors, c'est ce que tu dis, le gabarit de la taille d'un être humain. Alors, ça dépend. En France, la moyenne est de 2 mètres. Donc c'est plus grand déjà qu'un être humain. Aux États-Unis, on recense, alors il y en a partout dans le monde, mais les témoignages qu'on recrute viennent plus principalement d'Occident. Il y en a en Asie, hein, il y en a en Russie, hein, j'ai vu des témoignages à gauche, à droite, mais la dominante, en ce qui me concerne, je ne connais pas tous les témoignages, hein, loin de là, puis tous les gens ne veulent pas parler, loin de là aussi. Mais du côté des États-Unis, Canada, ça monte jusqu'à 2,50 m. Bon, il peut y avoir toujours des exceptions qui avoisinent les 2,70 m, 2,80 m. J'en ai eu un comme ça dernièrement au Pakistan, même si j'essaie de pas trop de rester focus sur la France, parce que bah, c'est Loup-Garou France déjà, et puis on parle, voilà, mais c'est, de temps en temps je fais quelques esquisses comme ça à l'étranger, mais je n'ai pas pour but de m'exporter aux États-Unis ou ailleurs, machin truc, juste pour dire voilà, moi j'ai été aux États-Unis donc je suis le meilleur chasseur de loup-garou. Non, ça marche pas comme ça. En France, il y a des loups-garous partout. Inutile d'aller aux États-Unis pour chercher des loups-garous ou à Pétaouchnok, ça sert à rien. Alors, donc voilà, pour juste t'expliquer, vous expliquer, la moyenne, la taille moyenne en Europe, c'est 2 mètres. Il y a un peu plus petit, un peu plus grand, c'est une moyenne. Et donc aux États-Unis, Canada, c'est environ 2,50 m. Un peu plus grand, un peu plus petit aussi. C'est une moyenne. Peu de temps après, donc à 4 minutes 40, des centaines de témoignages à travers le monde. Alors non, il n'y a pas des centaines de témoignages à travers le monde, il y en a des milliers. Je joue sur les mots, mais ça a son importance. C'est beaucoup plus important que tu le penses. Donc, question au sujet donc, du silence aussi. Le témoin en question donc, explique qu'il n'a pas entendu le loup-garou partir comme ça. Alors, il faut comprendre beaucoup de choses dans une vision comme ça. Le cerveau, il est à 1000 à l'heure. Il y a une forme de choc émotionnel. D'ailleurs, il n'emmenait pas large pendant votre balade. Et sa femme ne veut même pas habiter ici. Il y a un trauma, un choc émotionnel. C'est comme donc qu'il y ait des éléments manquants, qu'il n'ait pas entendu de bruit, c'est tout à fait naturel. Il n'y a rien de spirituel là-dedans, d'anormal. Je vais reprendre un exemple basique. Tu es concentré sur un truc. Tu sais, par exemple, tu es sur l'un de tes montages. T'es à fond. Et là, tu as ta bonne femme qui te parle. T'as pas enlevé tes chaussures, t'as foutu la merde partout. Hein, une bonne femme, quoi. Tu l'as pas entendu. Parce que, en fait, tu es focus sur quelque chose d'autre. C'est comme, par exemple, mais les sens, ça se passe comme ça, en fait. Quand tu es sur une route et que tu es dans tes pensées, et ben parfois, en fait, quand tu repenses à la route, tu te dis, en fait, je me souviens même pas par où je suis passé. Alors que tu y es bien passé. Il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Quand les sens sont décuplés, sont focus sur une chose, eh ben, il y a des éléments comme ça qui manquent. Et c'est tout à fait normal. Et aussi d'un témoignage à un autre, il y a des éléments d'information qui évoluent. Donc ça ne veut pas dire que ça devient un autre témoignage qui n'a rien à voir. C'est juste dire qu'en fait, les personnes, selon les sensibilités, selon ce sur quoi ils se sont focalisés, ne vont pas voir toujours exactement ou entendre les mêmes choses. Donc voilà, je veux répondre à ce point soulevé qui paraissait un peu mystique, dit comme ça, mais en fait il n'a rien de mystique, il est juste psychologique. 19 minutes 40. Alors pourquoi on ne trouve pas de traces de squelette de cadavre? Alors là c'est toi qui demandes. Eh bien si, figure-toi que moi-même lors de mes reportages, de mes fastidieux voyages à travers la France,
Eh bien, si, on a trouvé des traces. Alors, j'ai pas trouvé de squelette encore, mais on en trouvera bien. Il faut comprendre, ça j'en parle notamment dans ce livre-là, Loup-garou, la vérité. Évidemment, c'est des questions de base, forcément toi tu découvres, donc c'est normal, et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est pour aussi te faire découvrir, en fait, je vais dire presque te prémâcher le travail, au sens où, quand les animaux meurent, ils ne restent pas sur un chemin parfait, ils vont se reclure loin de tout et de tout le monde. Et ils meurent, j'allais dire en paix, tranquillement, là où personne ne viendra les déranger. Les animaux ressentent qu'ils vont mourir, mais durant leur vie, ils ne savent pas qu'ils vont mourir. Et donc, quand arrive ce moment-là, ils le ressentent et ils vont se reclure loin de tout et de tout le monde. Je te défie de trouver un cadavre de sanglier ou de chevreuil, etc. Et pourtant, ça pullule, il y en a partout. Et pourtant, tu vois, t'en trouves pas. Ou alors, vraiment, une fois sur 10 000 balades en forêt. Et pourtant, il y en a des partout, 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 partout. La preuve, vous avez vu, entendu des cris de chevreuil. Effectivement, c'est bien un chevreuil. Alors tout de suite, il y en avait un qui ne connaissait pas. C'est quoi la base, quand on est chasseur de loup-garou, c'est de connaître au maximum les sons de la forêt. Alors parfois, il peut y avoir des sons qui t'induisent en erreur aussi. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Mais là, on connaît, on connaît largement. Bon. Donc il se reclut avant de mourir, mais en plus, il y a tout un biotope qui se met en place. Tous les insectes, les cloportes, les machins, les trucs là, qui se mettent à tout bouffer, tout ronger. Il y a aussi, suivant les températures, un biotope qui peut être différent. L'acidité des sols qui effectivement contribue à dissoudre les ossements, la barbaque, etc. Il y a aussi d'autres animaux qui viennent bouffer tout ça, hein, pas que les insectes. Hein. Donc en fait, automatiquement, c'est normal de rien retrouver. Parce que un cadavre ne reste jamais 1 heure ou 2. Enfin, il ne reste jamais 1 mois ou 2, comme ça, non. C'est très rapide, quoi. En quelques heures ou maximum quelques jours, il n'y a quasiment plus rien, en fait. Voire plus rien du tout. C'est normal. Sinon, on en verrait partout. Évidemment, c'est les questions de base, hein, je le répète. Au départ, je me suis automatiquement posé ces questions-là. Je t'invite vivement, et tu as peut-être déjà un petit peu regardé, mais je t'invite vivement à bien suivre Loup-garou France, parce que c'est à travers Loup-garou France que tu obtiendras beaucoup de réponses par rapport à ça, et notamment aussi à travers mes livres Homo Lupus et Loup-garou la vérité. Parce que on répond à tout ça en fait. Et des squelettes de loup-garou, oui, il y a eu des retrouvailles, j'ai des témoignages. Des cadavres de loup-garou, oui, on en a aussi. Il y a énormément de témoignages comme ça, quoi. Et beaucoup, notamment aussi aux États-Unis. Donc, et regarde bien et tu verras que tout de même, il y a des témoignages à ce sujet-là. Justement, on parlera tout à l'heure de la notion de témoignage et on essaiera de comprendre si un témoignage est une preuve ou pas. À 20 minutes 25, David, le témoin, aurait vu un dogman. Et donc, alors, va falloir revenir aussi sur l'étymologie du mot dogman. Ça, on va le faire après. Parce que là aussi, on a un problème. Enfin, on a beaucoup de problèmes dans cette petite promenade. Donc, il serait question qu'il y ait une distinction entre un dogman et un loup-garou. Il semblerait, d'après ton interlocuteur, que
ben, un loup-garou, c'est en quadrupède et n'a pas la capacité de se mettre en bipède. Donc, d'après ce que j'ai compris. Alors, parfois, c'est un peu fouillis, un peu brouillon, tout ça, donc j'essaie d'un peu de te reconstituer dans ce truc. Mais, non, c'est totalement faux. Il n'y a aucune différence entre le Dogman et le loup-garou. D'ailleurs, c'est pas pour te le vendre absolument mon livre, hein, mais c'est-à-dire que j'ai bossé, pour ma part. Et enfin, je dis pas que tu bosses pas, hein. Évidemment tu travailles. Tu crées pas un contenu comme ça, par hasard. Voilà. Oui, c'était à la page 45. Donc, un Dogman est censé être une créature folklorique du Michigan et des alentours. Donc, tu vois, c'est très ciblé. Hein. On n'est pas en France, on est dans le Michigan, Wisconsin, tout ça. Elle est décrite comme un bipède, pouvant se tenir debout sur ses pattes arrière, mesurant plus de 2 mètres avec un torse humain et une tête de chien. Le premier témoignage remonte à 1887, quand des bûcherons rapporteront avoir vu cette créature hybride homme-chien, donc dog man. D'autres témoins signaleront cette créature et de leur récit découlera la légende La Bête de Bray Road. En 1987, la légende du Michigan Dogman a gagné en popularité quand Steve Cook enregistre une chanson à propos de la créature. L'auteur se basait sur les mythes et légendes d'Amérique du Nord. Le terme Dogman vient donc exclusivement de cette région, et en aucun cas de France ou d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de voir de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux utiliser cette appellation, sauf que quand nous venons, comme nous venons de le voir, le terme Dogman n'est ni de notre culture, ni même le terme exact en vérité. Même si cette appellation se perpétue chez eux, donc ça c'est en l'occurrence c'est culturel, hein, il n'a jamais été question d'un chien hominidé, mais bien d'un loup hominidé. C'est comme si on se mettait à appeler le loup-garou le Old Stinker, ce qui signifie littéralement le vieux puant. C'est beau, hein? C'est ainsi qu'on le nomme dans certains coins en Angleterre. Les gens me diraient, et à juste titre, mais pourquoi tu le désignes comme ça, alors que c'est en Angleterre qu'on l'appelle ainsi? En soi, ce n'est pas bien grave, puisqu'on parle de la même créature, mais il est intéressant de voir certains jouer les connaisseurs, alors qu'ils n'y connaissent même pas l'étymologie des termes qu'ils utilisent. Si on se lâchait à dire n'importe quoi, on le voit sur les réseaux sociaux, on pourrait étendre ça à tout un tas d'appellations du loup-garou, comme par exemple le licaon, le viron souci, le vulvaire, le mélion, Dogman, le bisclavret, le mouriouche, la birette, le galipote, le lycanthrope, le lubin, le varcolac, le pricolici, le vucodlac, le skinwalker, le old stinker, le borotte, le vilcassis, le vourdalac, le lobisomène, etc. J'arrête parce qu'il y en a trop. Comprenez? Donc, le bon terme à utiliser et à assumer est bel et bien loup-garou. Loup-garou est un terme attesté en ancien français sous les formes Léus-Warus, ça veut dire homme-loup. Ce mot se rapproche de l'anglais werewolf, lui-même issu du vieil anglais were, dérivant de l'indo-européen wiro, c'est-à-dire homme, qui a donné vir en latin et de wolf, c'est-à-dire loup, en vieil anglais. En somme, comme le fait remarquer Henriette Walter, une linguiste française, professeure émérite de linguistique à l'université Rennes 2, le mot français est un pléonasme, puisque garou, en francique, warywolf ou werewolf, veut dire homme, loup.
c'est-à-dire donc un loup humanoïde, un loup hominidé. Non pas que ce soit un homme, mais c'est un loup avec des caractéristiques humanoïdes, parce qu'ils peuvent se mettre en bipède et qu'ils ont des bras et des mains, et une intelligence de singe. Donc voilà, la bonne étymologie. Donc le mot dogman, on t'a un peu raconté des conneries, le mot dogman n'existe pas en France, c'est pas notre culture, c'est pas pour être chauvin, machin, du patriotisme à deux balles, mais c'est juste pour remonter à l'étymologie. Tu vois, ça date du 19e siècle, ça vient du Michigan, ça ne vient pas d'ici. Jamais en France, culturellement, on a appelé ça un dogman, jamais. C'est juste arrivé par quelques youtubeurs, quelques bidouilleurs qui connaissent pas bien le sujet, et les gens répètent toujours les conneries, sans chercher l'étymologie. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on fait la génération qu'on a actuellement, sans faire de politique, mais je crois qu'on s'est compris. Les gens répètent, les gens suivent. Alors, 27 minutes, tu dis, je ne serais pas rassuré non plus d'habiter ici. Donc, tu vois bien, David n'est pas mort, puisqu'il est avec toi. Il est... pourtant, il n'était pas loin du loup-garou. Sa femme aussi, manifestement avec beaucoup de souplesse, au vu de ce qui s'est passé dans la grange. Ils ne sont pas morts. Si le loup est vraiment dangereux, bah, il ne serait plus là depuis longtemps. Surtout qu'ils étaient à côté. Et c'est ce que je fais remarquer à nombreux de mes témoins. Bah, vous voyez bien, des fois j'ai tout un tas de témoins, et moi-même j'ai eu des expériences rapprochées avec le loup-garou. J'ai pas eu d'attaque. J'ai eu des grognements. À plusieurs reprises d'ailleurs, hein, durant tout ce temps passé en forêt et tout. Bah, mais techniquement, j'ai pas eu d'attaque. Alors effectivement, quand on te grogne dessus, ça c'est comme un chien, tu vas pas voir. Hein, c'est un animal sauvage. C'est pas un pouic-pouic. Hein, c'est pas un kiki avec lequel tu t'amuses. Hein, forcément. Mais s'il était si méchant que ça, comme tu dis à la fin, un monstre. Tu parles d'un monstre, tu utilises le mot chasseur de monstres. C'est un animal. Il n'est pas plus méchant qu'un loup. Et un loup, ça n'attaque pas l'humain. À moins qu'il y ait des exceptions. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Je parle d'une vaste, large et écrasante majorité. Il y a très peu d'attaques, très peu. Ça aussi on y reviendra parce qu'il y a une connerie qui a été dite aussi à la fin. En fait, tu dis pas beaucoup de conneries, toi, Indiana Fraise, parce que tu poses beaucoup de questions. On voit bien que tu connais pas. Le problème, c'est que c'est surtout ce qui t'est véhiculé comme idée. Là, c'est un massacre. C'est un véritable massacre. C'est triste aussi parce que les gens écoutent. Encore une fois, et par manque de connaissances, ils vont croire, ils vont tomber dans le truc. C'est pour ça que j'essaie de rattraper un peu ce qui est rattrapable. Et donc non, c'est... tu sais, je suis pas fou non plus. J'ai fait tout un tas de reportages accompagnés, et depuis un moment, je m'y mets seul. Si vraiment je risquais réellement, vraiment ma vie, à chaque seconde, je ferais jamais ça. Je suis... voilà, je vais pas me la raconter, mais bon voilà, je suis pas froid aux yeux en général ou en caporal, mais je suis pas non plus inconscient, je suis pas n'importe quoi. C'est pour ça d'ailleurs que la nuit, je suis avec un katana. La journée, plus rarement, ce qui sert notamment de débroussailleuse à main. C'est hyper intéressant, justement. Je m'en suis encore servi il n'y a pas longtemps du katana qui est super bien affûté, bien que ce soit pas un katana de coupe. Parce que non seulement c'est esthétique, moi c'est beau, j'ai toujours plaisir. Tu sais, je suis dans les arts martiaux, moi. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup le katana, mais
C'est très utile hein, quand tu veux passer, il y a des broussailles partout, des orties, des ronces, blablabla, tu découpes tout, oh pardon, excuse-moi, ah c'est quoi qui a tombé? Ah c'est des couilles. Bah, tu vois. Donc moi je conseille d'avoir un coupe-coupe, tout ça. D'ailleurs dans le livre Loup-garou la vérité, j'explique le reportage parfait sur une année complète avec spéléologue, avec QG, qui tourne 24 sur 24 avec du monde, hein, tout le temps, des informaticiens, avec environ 10 à 20 000 caméras, etc. etc. Donc, c'est un budget à approximativement 1 ou 2 millions d'euros. Je dirais plutôt 2 millions d'ailleurs. Bon, voilà. Mais là, je m'exporte dans une utopie de reportage parfait. Donc j'explique ce qu'il faudrait faire techniquement. Et pourquoi il faudrait faire comme ça et pas autrement. Voilà. Et dans Homo lupus, ce livre-là, donc Homo lupus c'est le nom latin du loup-garou, hein, loup hominidé, j'explique comment chasser le loup-garou en indépendant, comme moi, mais de la façon la plus efficace, de la façon la plus cohérente, stable possible. Et la base, c'est déjà connaître l'animal. Si tu ne connais pas l'animal, tu fais de la merde. En fait, tu fais juste... Enfin, tu fais rien, en fait. Tu peux pas aller bien loin. Il faut déjà connaître son sujet sérieusement. Et pour avoir une bonne méthodologie et optimiser les résultats. Parce que forcément, tu vas dans une... Enfin, les gens vont dans une forêt comme ça, puis ils sont là, comme ça, pendant 3 heures, ils regardent. On pose une caméra, puis ils s'en vont. Bon, yeah, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Si tu regardes bien chaque reportage que j'ai effectué, quand je peux, je reste plusieurs nuits. C'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. Et je passe pas beaucoup de temps la journée, sauf pour visiter le lieu, mais après la journée ça n'a aucun intérêt, parce que c'est un animal nocturne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des témoignages, il y a des apparitions de jour, hein, mais à 70%, voire 80%, les apparitions sont la nuit, car c'est un animal nocturne. C'est comme ça qu'il survit, en se camouflant. C'est pour ça qu'il sort la nuit aussi, parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Voilà. C'est l'une des raisons, parmi d'autres, du pourquoi il passe autant inaperçu, et ce depuis des millénaires, car c'est un animal préhistorique. C'est pas un hybride ou un truc surnaturel ou un djinn, un démon, un truc de... C'est un animal préhistorique qui descend du Miasis. En fait, c'est une race de loup. Hein. Donc, bref, on va y revenir. Donc à 28 minutes, multiples refuges, voici. Donc les multiples refuges, donc oui, les loups-garous en fait, vivent bien sûr dans les forêts, et c'est normal, parce qu'il y a quand même une chaîne alimentaire évidente, mais ils vivent énormément dans les cavités, dans les souterrains, dans les grottes, parfois ils peuvent dormir sous des souches d'arbres. Ce qui n'est pas impossible d'ailleurs dans le cadre de David. Il aurait fallu aller voir en fait précisément voir exactement là où il était et chercher des traces et voir s'il ne restait pas des poils aussi. C'est possible. Moi ça m'est déjà arrivé de voir des traces, notamment je suis tombé face à un loup-garou, enfin on était plusieurs, où le blé était plié. Et alors il devait pas être là depuis très longtemps parce que la nuit était tombée, n'était pas, bon, je sais pas ce qu'il foutait en fait, il était allongé quoi. Alors peut-être qu'il dormait pas du tout, je trouve il s'est juste allongé, voyant la voiture arriver, et il est resté là un temps, mais le blé était vraiment plié quoi. Et ensuite il y avait une rangée de blé qui était plié aussi, puisqu'on l'a vu courir en bipède. Il mesurait environ entre 1,80 m et 2 m. C'est très difficile d'être exact, hein, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller voir précisément, une fois qu'on en voit un, ou qu'on a des
voilà, des informations, il faut aller voir précisément là où était le loup-garou, précisément, mais vraiment là pile poil, l'endroit pile, et regarder. Et je ne sais pas si ça a été fait correctement, ce sujet-là, si vous avez regardé précisément, s'il y avait des poils, des traces, précisément à cet endroit-là. Après, il aurait fallu savoir où étaient les points d'eau aux alentours et s'il y avait des grottes dans le coin, des cavités. Bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Bon, en fait, il faudrait refaire tout ça, mais correctement, à mon avis. Alors, je ne sais pas pour critiquer ton travail, hein, parce que tu es un très bon, très bon artiste, mais à ce sujet-là, voilà, t'étais dans le flou total, beaucoup de questionnements, et t'avais pas d'interlocuteur, t'as pas de professionnel avec toi, digne de ce nom, donc voilà, ça marche pas comme ça, quoi. Il faut y retourner, et tu peux pas rester 3 heures la nuit comme ça dans une forêt, hein. Tu l'as fait remarquer, tu t'en es aperçu, parce que tu as du bon sens, vous étiez trop nombreux, trop de bruit, et tu ramènes pas un chien dans ces moments-là. Un loup-garou mange des chiens en plus, donc c'est pas cool, ce sera pas cool pour le chien. Il mange des chiens, des chats, enfin tous les animaux qu'il peut trouver, hein. Donc si ça éclate des sangliers, je te laisse imaginer ce qu'est un chien, quoi. Donc faut pas ramener un chien là-dedans, ça va le faire fuir. C'est pour ça que je prends pas mon chien, que j'adore, mais je vais pas le ramener dans une excursion comme ça. Il m'est arrivé de faire quelques reportages, on était 3, mais je l'ai souvent dit dans ce que je fais. C'est bien, il y a une ambiance, c'est une forme de camaraderie, mais moi je suis pas là pour la camaraderie. Je suis un chasseur de loups-garous, donc je fais les choses sérieusement. Et voilà, on peut pas être là, déconner, machin truc, il faut... Et puis on va, encore une fois, l'idée c'est de passer du temps dans une zone précise, là où il y a eu du témoignage, si possible, récemment. Donc c'est pas facile ça, récemment. Des fois, ça peut être plusieurs années d'écart comme ça, mais l'idée c'est d'aller très vite dans la zone en question. C'est pas facile, hein. Et il faut y rester. Voilà, si on est à plusieurs, faut pas de bruit, hein. Faut pas faire ça, hein. Enfin, excuse-moi, mais faut pas faire quoi. Faut pas arrêter faut parler, tout le temps parler. Ça, il faut rester une heure, 2 heures sans parler comme ça, hein, et il faut. C'est pour ça que depuis un moment j'y vais seul. Ou alors, de temps en temps, on peut y aller avec un camarade, un chasseur ou deux, mais au bout d'un moment, il faut rester seul. Il y a trop d'odeurs, trop de bruit. C'est un animal, encore une fois, c'est un animal. Donc, tu peux potentiellement l'attirer momentanément, mais tu peux surtout le faire fuir. Et moi, j'ai eu des occasions où peut-être que je me suis dit, en fait, le fait d'avoir été plusieurs a été contre-productif. Peut-être que j'aurais optimisé encore plus les images obtenues si j'avais été seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a qui me disent « Ouais, je veux venir avec toi, mais faites-le, écoutez ce que je vous dis, lisez mes livres. C'est pas pour les vendre absolument, mais je l'ai écrit, j'ai travaillé là-dessus. Et puis ensuite, allez-y vous-même de votre côté. Donc je cherche pas je te propose rien de spécial, enfin voilà, c'est juste pour de l'information. C'est une spéciale discernement, encore une fois, donc je veux pas... il faut être seul dans ces moments-là, quoi. Encore une fois, hein, c'est pas... Les Goonies, c'est bien, c'est une bonne référence, mais c'est pas... Ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, c'est une bonne référence dans d'autres cadres. Mais c'est pas une occupation précise. Enfin, c'est pas un travail gooniesesque. Donc à 30 minutes. Alors,
En plus, j'ai passé beaucoup de choses en revue, parce que sinon, je passerai encore plus de temps. À 30 minutes, est-ce qu'un loup-garou peut se cacher dans une vieille grange? Il peut se cacher dans une vieille grange, ou il peut y aller parce que il va bouffer quelque chose, des rats, des hirondelles, des oiseaux, de la barbaque, des trucs qui traînent. Oui, ça peut, mais il passe pas, il va pas passer son temps dans la grange, ou alors il peut y passer peut-être une nuit, mais encore quoi. Ils vivent dans les grottes, dans les cavités, dans les souterrains. La France est souterraine. Sous toute la France, il y a des cavités, des grottes, des carrières qui n'en finissent plus. C'est pas, la France, c'est un gruyère, vraiment. C'est pas juste le souterrain de Paris. À côté de chez moi, d'ailleurs, il y a une carrière où, en me renseignant, le mec m'a dit en fait il y a 40 km de carrière. Et il se trouve en poussant les recherches, il y a des cavités reliées à ces carrières-là qui amènent jusqu'à Paris. En fait, si on comptabilise, il y a plus de 150 km, et ces 150 km-là, si elles se trouvent, peuvent être multipliées par 2, 3, on ne sait pas en fait. La France est comme ça. Donc les loups-garous se cachent dans les grottes, se cachent dans ces zones-là, et dans les montagnes, dans les vallées, là où l'homme ne va pas. Il ne faut jamais croire que l'homme qu'il y a une surpopulation et que l'homme va partout. C'est totalement faux. Déjà, il n'y a pas de surpopulation, il y a de la surconnerie, oui, il y a du surmensonge, ça un petit peu beaucoup. Mais l'homme ne va pas partout tout le temps comme ça, et non. L'homme aime bien se regrouper. Les gens font tous la même chose. Ils suivent. Et le problème, c'est que tout le monde est d'accord avec ça, mais en même temps, la majorité font ça. Et ils vont tous au même endroit, au même instant. C'est... Donc, les loups-garous peuvent traverser des millénaires et des millions d'années tranquilles. Et donc j'explique d'ailleurs dans mon livre que, alors je prends en référence la Corse, mais on pourrait multiplier les exemples, parce qu'en plus j'aime bien, bon, je suis pas corse, hein, moi je suis breton, mais donc breton normand, mais j'aime bien la Corse, parce que je trouve que ça ressemble à Belle-Île-en-Mer, et moi j'adore Belle-Île-en-Mer, donc si j'aime bien Belle-Île-en-Mer, j'aime bien la Corse, quelque part. J'aime beaucoup la mer et les sentiers côtiers, et puis une surpopulation, d'ailleurs je trouve que les Corses sont... Moi j'aime bien les Corses, je sais qu'ils sont réputés pour avoir la tête dure, mais moi justement j'aime bien les têtes dures aussi, j'aime bien les guerriers. Quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet, on s'en fout. Mais je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, si c'est trop long vous sapez, hein, je m'en fous. Moi je parle, j'ai des choses à dire. Et la Corse, il y a 35 millions d'années, était rattachée à la France. Et puis avec la tectonique, la tectonique rappelle, eh bien ça s'est décroché, tac, et il y a des loups-garous en Corse aussi. Les loups-garous, ça peut nager, mais ce ne sont pas des experts à la nage. Surtout, ça ne fera pas des kilomètres et des kilomètres à la nage. Ils ne prennent pas l'avion, ni le bateau, ça ne vole pas. C'est juste que... Et on en trouve sur tous les continents. Les continents, fut une époque même, étaient très reliés. C'est parce qu'ils sont là depuis la nuit des temps. Et comment ça... Il y a toujours les questions, mais comment ça se fait que ça ne se sait pas plus? Mais les gens ne veulent pas savoir, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est comment remplir le frigo, c'est partir en vacances, c'est des trucs comme ça, c'est regarder un match de foot, c'est les voitures, le dernier téléphone, les jeux vidéo, enfin, ça ne les intéresse pas. Mais il ne faut pas croire que nos parents, grands-parents, grands-parents, tout ça, pour certains ne savent pas ces choses-là, il y en a plein qui le savent. Tous ne le savent pas, hein, loin de là, mais il y en a plein qui le savent aussi. Et puis ils n'en parlent pas comme ça, parce que les gens ont tendance à se moquer, ont tendance à ou à avoir peur, ou à cause aussi d'une foi religieuse peu équilibrée, eh bien, ils deviennent, sans s'en rendre compte, un peu fanatiques, un peu obscurantistes. Face à un animal charismatique, beau, puissant, comme moi,
je suis sûr qu'il y en a qui vont me prendre au sérieux en plus, qui, qui a autant de puissance et qui est aussi, voilà, qu'on ne retrouve pas à tous les coins de forêt, et bien les gens croient que pour certains des démons, des créatures de l'enfer, des monstres, etc. Et c'est face à ce que l'homme ne connaît pas, il a tendance à exagérer et ou devenir plus ou moins obscurantiste, à spiritualiser. Et ça démontre bien aussi le peu de structure mentale que l'homme peut avoir face à ce qu'il ne connaît pas. Ça a toujours été comme ça. Quand l'homme ne connaît pas, ça part dans tous les sens. C'est des extraterrestres, c'est machin, c'est ceci, c'est cela, machin truc. Non pas que les extraterrestres n'existent pas, non pas que le monde spirituel n'existe pas, mais c'est que il faut faire très attention avec tout ça. C'est une étude, c'est pas un passe-temps, c'est pas une balade, c'est pas juste c'est une vraie étude. C'est très dans le fond. Même si je rigole beaucoup, tout ça, je me prends pas trop au sérieux non plus parce que j'ai pas sauvé le monde, n'exagérons rien, mais ça reste très sérieux. Et on peut pas faire les choses comme ça avec autant de légèreté si on veut des résultats corrects. C'est comme par exemple en karaté. Je veux dire, si tu veux ta ceinture noire, tu vas être obligé de bosser. À côté, tu peux te marrer avec tes collègues. Tu peux faire quelques petites blagues à tonton, tout ça, machin truc. Et ouais, il n'y a pas de problème. Mais à côté, tu as intérêt à bosser sérieusement si tu veux l'avoir, ta ceinture noire. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est comme en muscu. Si tu veux des muscles, si tu veux être costaud, tu veux les pecs, les abdos, tout ça. On rigole, mais c'est pas drôle. Si tu veux les abdos, les muscles, tout ça, tu vas devoir la souplesse. Tu vas devoir bosser, mon gars. Voilà. Je sais pas, je parle pas précisément à toi, Indiana Fraise, mais c'est une généralité, bien sûr. Voilà. Encore une fois, je respecte beaucoup ton travail, ainsi que, au vu du contenu que tu produis, t'es un bosseur. Mais c'est juste, voilà, je parle d'une généralité. Et surtout, précisément, ce sujet-là ne peut pas être fait comme ça, quoi. 37 minutes, début du reportage de nuit. Donc, enfin de la balade de nuit. Donc là, ouais, vous êtes 4, plus un chien, ça va. Bon, je l'ai déjà dit, je vais pas y revenir, ça va pas, c'est pas bon de faire comme ça. Surtout sans spécialiste du sujet, c'est encore moins bon. C'est pour ça que tu commences à t'éloigner d'eux au bout d'un moment, tu commences à dire, ah ça, c'est le bordel. Bah oui, tu as bien vu. 40 minutes, il serait question de ressentir quelque chose avant une apparition de loup-garou. Alors là, il y a une personne qui te dit ça, puis en plus qui te l'affirme. Blam. Mais non, c'est absolument faux, c'est des choses qui peuvent arriver. Des fois, l'instinct t'indique effectivement il y a quelque chose de pesant. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois comme ça, mais c'est pas systématique, constamment, tout le temps. Et puis tu peux regarder dans tous les témoignages, les gens ne ressentent pas tout le temps quelque chose avant. En fait, même la plupart du temps, ils sont juste surpris, ils ne s'attendaient pas. Donc là, pareil, il ne faut pas écouter ça, c'est sorte de faut pas croire ça, hein. C'est pas vrai. Ce qui est dangereux à la limite, c'est que... Enfin, c'est dangereux, pas dangereux. Mais je veux dire, ce qui est faux, en tout cas, c'est que... on peut dire n'importe quoi, affirmer n'importe quoi comme ça, mais à la fin, d'affirmation en affirmation en affirmation, les gens, en fait, ressortent de là, ils n'ont rien appris, ou que des choses fausses. Donc c'est toute la problématique, quoi. Si les gens veulent réellement être dans l'exactitude, je les invite à écouter les travaux effectués sur Loup-Garou France et faire fi de tous les haters qui sont là aussi pour dire n'importe quoi, pour me faire dire n'importe quoi, pour me faire passer pour ce que je ne suis pas, et puis de lire mes livres. Et pensez par vous-même, suivez pas, pensez par vous-même, regardez, écoutez, me croyez à la limite même pas sur parole, mais écoutez, regardez le job effectué, quoi. Et lisez les livres, et pensez par vous-même,
et voyez si ce que je dis est cohérent, et vous verrez que ça l'est. C'est totalement cohérent. Mais encore une fois, c'est pas des idées comme ça que j'ai eues. J'ai tout passé au peigne fin, tout réfléchi énormément, beaucoup de lectures, de conférences, beaucoup. Ça a pris des années, des années. Quand j'en pense qu'il y en a qui arrivent comme ça, ouais, on écrit un bouquin. Mais non, pour écrire un bouquin, t'as intérêt à te lever tôt, quoi. C'est un travail d'humilité, il faut des années d'études avant de pouvoir écrire un bouquin. C'est pas au bout de 6 mois que t'écris un bouquin. Pour en arriver à une connerie, les loups-garous viennent de dimensions parallèles, machin truc, ça n'a aucun sens. Il n'y avait pas besoin d'aller jusque-là, puisqu'on a des réponses cohérentes bien plus terre à terre. Encore une fois, il n'est pas question de nier la possibilité qu'il y ait des dimensions parallèles. Je suis spirituel, donc moi je pense qu'il y a des mondes spirituels. Mais c'est pas pour autant que c'est le cas. Et voilà, donc... D'ailleurs, sur des milliers et des milliers de témoignages à travers le monde, il n'y a jamais eu une personne qui explique avoir eu un loup-garou qui apparaît soudainement devant lui, d'une faille interdimensionnelle, ou qui disparaît, genre un Majax. Ah, là, loup-garou Majax. Là, ça n'est jamais arrivé, mais c'est normal. Ou alors, il y en a qui veulent spiritualiser la chose en disant, regardez, il y en a souvent devant les églises, à côté des églises, des cimetières, de lieux de culte. Mais c'est totalement faux. Ça n'a aucun rapport avec ça. C'est juste que la France, même globalement l'Occident, sont des terres chrétiennes à la base. Donc automatiquement, tu retrouveras plein d'édifices religieux partout. Mais il y a des tonnes et des tonnes de témoignages où en fait le loup-garou était dans une forêt, ou dans un champ, ou sur une route, ou dans une grotte, ou un truc comme ça, mais pas forcément à côté d'un lieu de culte. Bon. Quand je pense que ces gens-là sont écoutés et sont suivis à ce sujet-là, ça me dépasse. Donc oui, alors il serait aussi question à 41 minutes que des gens puissent confondre par la peur des loups-garous avec des ours. Confondre un loup-garou avec un blaireau, avec un sanglier, tout ça, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je veux dire, d'accord, par la peur, on peut avoir, les distances peuvent être faussées, il peut y avoir des éléments qu'on ne voit pas bien ou qu'on n'entend pas bien, ça c'est normal, c'est le cerveau humain, mais il y a au point de confondre un ours et un loup-garou, les gens savent très bien à quoi ressemble un ours. Ils savent très bien, ils savent très bien ce qu'ils ont vu. Les témoins, il ne faut pas les prendre non plus pour des demeurés, ou entre guillemets, parce que là, c'est presque le cas en fait. Sous prétexte de chercher à rationaliser, au bout d'un moment, ça devient aussi n'importe quoi. Enfin, rationaliser, à expliquer soi-disant les choses, ça devient du n'importe quoi. Les gens savent ce qu'ils ont vu. Donc, quand tu écoutes leur définition, la description, ça ne correspond pas à un ours, et encore moins à un sanglier, ou un chevreuil, ou je ne sais quoi. Donc, au bout d'un moment, en fait, de dire que peut-être certains ont confondu avec un ours ou un truc comme ça, moi je trouve que c'est quand même les prendre un peu pour des cons, quoi. Voilà, donc... alors c'est vrai, il y a beaucoup de cons. Tu en conviendras. Mais par contre, à ce sujet-là, voilà, quand les gens voient quelque chose, ils le voient. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils rechignent à en parler, et même à visage couvert bien souvent. Parce qu'en fait, ils n'ont rien à y gagner, ils savent juste très bien ce qu'ils ont vu. Et s'il y avait... Alors, à un moment donné, il est question de preuves. Bon, on va y revenir. Il y a une grosse bêtise aussi qui a été dite par l'un des protagonistes. Bref, 43 minutes. Un potentiel aspect paranormal. Alors voilà, bon, j'ai déjà répondu non, ça n'a rien de paranormal là-dedans. Faut garder en tête que ça pourrait être paranormal. Rien que de penser à ça, ça montre la méconnaissance du sujet. Parce que quand on connaît le sujet, du coup, on sait très bien que c'est juste un animal. Et pour ça, il faut avoir une grille de lecture complète. C'est sûr que quand on ne suit pas bien Loup-garou France et qu'on n'a pas lu mes livres, bah, automatiquement, je suis désolé, j'y reviens, hein, parce que c'est quand même mon travail. Pardon. Si ça en dérange certains, vraiment zappez, hein, je vous le dis. Hein. Moi ça me dérange pas, hein, je suis pas là pour faire du buzz. Hein.
Et je suis là pour partager ma passion avant tout. Donc et ma passion et puis mes travaux de longue date. 45 minutes, 45 secondes à peu près. Donc souvent cette créature semble surprise. Alors non, c'est pas souvent, ça arrive, mais il faut pas oublier que c'est un animal sauvage. Donc un animal sauvage, comme un chevreuil, va se retourner, il va te regarder, hein, ça. C'est pas voilà, il te regarde juste ce que tu vas faire. Hein, parce que pour lui, tu es un super prédateur. C'est juste ça. Il n'y a pas les créatures surprises, ça ne s'en pas à te voir et du coup, bon, c'est, il n'y a rien je veux dire, il y a rien d'insaisissable dans ce comportement-là. C'est dit de façon un peu mystique. Souvent, cet animal, lorsqu'on le croise, il est surpris. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tous les animaux, quand tu les approches et qu'ils ne s'y attendaient pas, nécessairement pas, vont être surpris, mais c'est tout. Il n'y a rien de... Et après, il se barre. Il ne va pas rester là pendant des plombes. C'est ce qui s'est passé aussi avec David. Le plus longtemps même, des fois, ils peuvent rester dans une zone et ils ne se montrent pas. Ils restent cachés, tout ça, ils attendent. Puis au bout d'un moment, généralement, ils se barrent quand même. Parce que le temps passe. Et puis, même pour même aller plus loin, majoritairement, ce sont les gens qui se barrent. Ils reculent et ils s'en vont. Majoritairement. Pas tous, mais majoritairement. Vers 50 minutes. Et oui, il y a plein de bruit. Bon, tu l'as dit à un moment donné, heureusement. Parce qu'il y en a qui, dès qu'ils entendent un bruit, c'est quoi ça? T'as entendu? La forêt, ça vit, la nuit. Même le jour d'ailleurs, mais surtout. La nuit, tous les animaux sortent. Forcément. Ils sont tranquilles, c'est leur mode de survie, comme pour les loups-garous. 53 minutes 30. Bon, il y a une théorie à laquelle, qui laisse dubitatif, et heureusement, donc, que les insectes préviendraient d'un potentiel danger. Donc effectivement, non, en fait, c'est juste la lumière, des odeurs, même une petite LED, une toute petite lumière peuvent attirer ces putains de frelons asiatiques. J'en sais quelque chose. Je me suis fait emmerder par un nombre incalculable de fois lors de mes excursions en forêt. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, on va y passer la semaine. 54 minutes 30, donc le cri de chevreuil, voilà, c'est bien, tu as relevé le niveau là, donc c'est super. Voilà, qui croyait que c'était un chien. Ils sont beaux les chasseurs de loups-garous. 56 minutes 45. Tu t'éloignes du groupe car trop de bruit, évidemment. Et oui, c'est flippant, tu vois bien la forêt, quand tu es tout seul, c'est pas naturel à l'homme d'être dans une forêt seul, et encore là tu n'es pas vraiment seul, tu sais très bien qu'il y a tes camarades à 50 mètres, donc c'est pas vraiment seul. Donc je t'invite à le faire, et ce, plusieurs nuits d'affilée, mais cette fois-ci, réellement, seul, et voilà, 5-6 heures la nuit, vraiment, au moins, passer du temps, et sans trop de bruit, d'attendre, d'écouter. Et je t'invite aussi à investir, si tu le peux, dans beaucoup plus de caméras. Une caméra ne suffit pas. Moi, j'ai la caméra de poing, certes, mais j'ai 6 caméras de surveillance pour optimiser les chances. Donc voilà, et après, il faut s'organiser, il faut y passer du temps, et puis jusqu'à obtenir des images par moments intéressantes, soit par ta caméra de poing, ce qui m'est déjà arrivé. Il m'est déjà arrivé d'avoir 2-3 trucs intéressants avec les caméras de surveillance. Il faut multiplier les tentatives, et puis au bout de 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 1000 fois, statistiquement, plus tu tentes, plus tu réussis. Donc, mais pour ça, c'est vrai qu'une caméra, ça reste tout à fait limité. Il faut quadriller un périmètre. J'en parle aussi dans mes bouquins, d'ailleurs. Les bouquins qui sont disponibles sur Amazon. Ou vous pouvez me contacter directement par mon adresse mail loup-garoufrance@gmail.com. L'adresse est dans la description YouTube,
ou aller sur le site lougaroufrance.fr, rubrique contact, tout simplement. Vous me contactez si vous voulez vous procurer mes livres. Et comme ça, je peux vous faire un petit orthographe en parallèle, avec une petite photo en plus. Donc à 1h, s'il y a des attaques, oui, donc oui, tu dis, il est question qu'il n'y ait pas d'attaque, alors c'est pas non plus exagéré. Un loup-garou n'a pas pour l'instant d'attaquer l'homme, à moins qu'il y ait vraiment, comme pour les loups, des petits à côté, qu'ils se sentent vraiment en danger, ou que le loup-garou ait la rage, soit malade, ça peut arriver. Mais c'est vraiment une chance sur 1 milliard quand même, il ne faut vraiment pas avoir de chance, quoi. Donc des attaques, il y en a quelques-unes, mais l'écrasante majorité, ils n'attaquent pas l'homme. Autant le loup-garou est un super prédateur dans la forêt, autant le super prédateur, pour eux, c'est nous. Donc ils se méfient énormément, et c'est pour ça qu'ils survivent, c'est parce qu'ils ne restent pas près de l'homme. C'est pas leur... Donc encore une fois, c'est un animal profondément sauvage, avec des qualités athlétiques qui, j'allais dire, qui se rapprochent de celles du singe, hein, en termes d'agilité, puisqu'ils peuvent grimper aux arbres aussi, hein, et de passer de branche en branche. Ils amènent parfois même leur barbac, hein, comme les fauves, c'est pas un fauve, hein, mais dans les arbres. Ils peuvent dormir dans les arbres tranquille. Hein. Donc faut le savoir. J'ai eu une expérience dernièrement de loup-garou dans les arbres, du côté de Briqueville-sur-Mer. Phénomène vraiment... c'était vraiment... j'étais tout seul. Hein. Vraiment, waouh! J'avais laissé tout un tas de caméras à terre. Et en fait, ça se passait plutôt dans les arbres. Et des branches étaient explosées, tombées. Bref, j'ai filmé ça. C'est pas encore sorti au moment où je parle. Pour l'instant, c'est sur lougaroufrance.fr dans la zone membre. Mais ça sortira un peu plus tard. Du coup, là, c'est en exclusivité internationale. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que... Tout ça pour le dire. Donc, alors il est question aussi qu'il n'y ait pas de preuves en soi, objectivement, un témoignage n'est pas une preuve. Quand tu commences à avoir 10, 20, 30, 100, 200, 300, 1000, 2000 témoignages, etc., les preuves ne demandent pas de voir. Hein. Les preuves n'attendent pas après la science. La morale, la cohérence, la logique est en soi une preuve. Vous comprenez ? La science ne connaît pas grand-chose, elle revoit même certaines positions régulièrement. Là, ils viennent d'admettre que Dieu finalement existe, puisque j'en parle dans ce livre-là aussi, qu'en fait, il mouline plus ou moins, et que la science met surtout du pognon dans l'intelligence artificielle, dans la guerre et dans les laboratoires pharmaceutiques. Des trucs qui rapportent bien du pognon, et qui permettent d'asseoir un certain pouvoir mondialiste. Donc en soi, ces sujets-là, les animaux, la faune, tout ça, ça n'intéresse pas. Il y a souvent un très grand manque de budget, d'ailleurs, pour ceux qui s'y intéressent, et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Les animaux retrouvés, il y a des milliers d'animaux découverts tous les ans, minuscules et très gros. Hein. Là, je faisais référence l'autre jour dans un enregistrement à un cerf à dents de vampire. Les gens pensaient en fait, enfin la science pensait que ces animaux-là n'existaient plus depuis longtemps. Bon bah si, ils existent. Vous tapez, hein, ouais, c'est marrant, hein, chevreuil, c'est pas un tout petit animal, hein. C'est pas une grenouille ou un microbe, hein. C'est costaud quand même. Hein. Tac, avec des longues canines comme ça, qui font, je pense, office de défense. Mais il y a plein d'animaux comme ça, je parlerai même pas des fonds marins.
Et dans mes livres, j'explique tout ça aussi, et je reprends aussi des chiffres, combien l'homme ne va pas partout sur Terre, qu'il ne connaît pas grand-chose en vérité de la Terre, et je te parlerai même pas des fonds marins, parce que alors là, sinon, là, tu te noies. Là. Donc, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve de ces messieurs-là, que en soi, la raison t'amène pas à l'évidence absolue que oui, ça existe, c'est logique. Hein. Un témoignage n'est pas une preuve, des milliers de témoignages, objectivement, ça devient une preuve. Parce qu'ils ne peuvent pas tous avoir fumé le cabinet de la paix, ou tous alcoolisés, ou tous se tromper avec un ours, ou un sanglier, ou avoir rêvé, ou avoir être... je sais pas, enfin, ça n'a aucun sens au bout d'un moment, quoi. Et d'ailleurs, l'hallucination collective n'existe pas. On le sait, et donc parfois il y a plusieurs témoins. Hein. Alors, il est vrai que les caméras sont récentes. Hein. Les téléphones qu'on a aujourd'hui, hein, ça date d'approximativement une quinzaine d'années, à peu près, hein, on n'est pas à l'année près. Je parle vraiment des qui filment avec une bonne qualité. Les caméras de surveillance, pareil, personne ne s'amuse à mettre des caméras de surveillance dans les forêts. Donc, à accepter les chasseurs, mais il les laisse pas 6 mois. D'ailleurs, il y a des témoignages de chasseurs. Pour ceux qui disent oh, pourquoi les chasseurs ne voient rien? Mais si, il y a plein de témoignages de chasseurs aussi. Il y en a qui parlent, puis il y en a qui ne parlent pas aussi. Moi, j'ai eu des témoins, des chasseurs, qui ne veulent pas parler, même anonymement. Non, mais c'est dire à quel point ça les fait flipper. Et qu'ils ont peur d'être fous. Donc, avec tout un tas de personnes comme ça, il ne faut pas s'attendre à ce que demain tout le monde sache. Hein. Puisque quand on en parle, on passe pour des fous. Il y en a qui croient, qui se disent Morgan Priest, il fait ses fakes encore, paranormal urbex, machin truc. Enfin, il mélange tout. J'ai toujours été cinéaste, j'ai toujours été reporter, j'ai toujours fait plein de reportages, j'en ai fait plein sur le survivalisme, sur les gilets jaunes, sur le magnétisme, sur la théologie, etc., sur le catch, sur plein de trucs. J'ai toujours fait du reportage. Et puis à un moment donné, j'ai dit tiens, je vais mixer les deux, on va faire une fiction, une docu-fiction, ça s'appelait Paranormal Urbex, et c'était écrit dans la description pour aller voir. Vous voulez sur la chaîne Morgan Priest officielle. Et voilà, ceci est une docu-fiction, machin truc, tout, mais c'était très clair. C'est très clair. Et puis après, j'avais fait même une autre série, aussi amusante, où on mélangeait le vrai et le faux, ça s'appelait La Chauve-souris. C'était écrit au début, fiction ou réalité, à vous de choisir. Parce que c'était un mélange des deux. Ceci est un divertissement. Ceci n'est pas un reportage, c'est un divertissement. C'est pour faire mumuse. Hein. Donc il y a des éléments de vérité, mais il y a des éléments aussi qui ne sont pas de fake. C'est des fictions. Une fiction, c'est pas un fake. C'est pas pareil. Pas mélanger. La fake, c'est destiné à faire croire que c'est vrai alors que c'est faux. Or là, dans ces deux réalisations que j'avais opérées, le but n'était pas de faire croire que c'était vrai, puisque c'était le principe même. Docu-fiction. En soi, j'ai jamais fait de fake. J'ai pas le temps pour ça. Et j'ai pas besoin de faire ça. Donc, voilà, les gens partent tout de suite, ah le loup-garou c'est encore un fake, c'est encore un truc, et escroc, machin truc, mais ils sont cons, qui sont cons? Enfin bref, on fera pas le monde, c'est comme ça, puis finalement d'un certain point de vue, ils sont très utiles aussi, parce qu'ils font beaucoup de pubs, c'est mongolien. Donc bon c'est vrai que un petit peu de pub, ça fait toujours pas de mal, hein, parce que le but c'est de partager sa passion au plus grand nombre aussi, hein, voilà, donc c'est pas de rester dans l'ombre perpétuellement. Et je dirais très heureux, hein, parce que loup-garou France est en plein essor, ça explose de partout. Là. Merci merci de suivre. C'est quand même une aventure extraordinaire, quoi. Bon, bref, voilà. Alors 1h06, donc c'était une belle expérience. C'était une belle expérience, oui. C'est de la camaraderie, c'est de la promenade. Mais ça donne un petit peu de frisson comme ça, mais en soi, c'est pas bien sérieux. La façon dont les choses ont été effectuées et les protagonistes, c'est pas très sérieux de mon point de vue, quoi. Et je pense être objectif. On peut pas faire une camaraderie de Goonies dans ces trucs-là, quoi. Bon, mettre des Van Helsing à la limite.
film de merde en plus, bourré d'images de synthèse. Non mais vous voyez ce que j'allais dire, c'est la chasse au loup-garou, c'est-à-dire donc la chasse aux images, aux éléments d'information supplémentaires. Et bien, donc c'est un travail journalistique précisément, être chasseur de loup-garou. Non seulement ça s'assume, mais aussi ça s'explique. Il faut expliquer les mots, il faut expliquer le projet, le concept. Et je vous garantis d'ailleurs que ceux qui n'y connaissent rien, quand ils sont en face de moi, qui me posent des questions, qui m'écoutent, ils disent ah ouais, ok, vu comme ça, effectivement, ouais, c'est cohérent alors, d'accord, ok. Les gens quand vraiment en face à face, hein, je veux dire, sur internet, alors là c'est le massacre. Là c'est le fond des chiottes, la station d'épuration, tu nages dans un bain de merde. Mais par contre, dans la vraie vie, dans le quotidien, moi, les gens qui viennent me voir, des fois, ils me disent jamais ah, escroc, tu fais du fake, ils connaissent le gars, mais jamais, jamais. Les gens généralement adorent, ils reconnaissent la loup-garou mobile, car j'ai la loup-garou mobile, hein, partout. Donc ça fait une promo d'enfer, et c'est le but, hein. C'est le but, forcément, quoi. Et puis encore une fois, quand on est un professionnel, on va jusqu'au bout, car j'estime être un professionnel, tout simplement, en toute humilité, mais... Et voilà. 1h15, le témoin avait peur pendant la balade. Alors oui, donc tu vois bien qu'il ne ment pas, un mec il n'a pas peur comme ça parce qu'il a vu un chevreuil tu vois bien qu'il c'est factuel, son témoignage est bien factuel. Tu le vois dans les yeux. On dit souvent que les yeux c'est le langage de l'âme, c'est-à-dire que c'est tu le sens quand un témoignage est réel et profond. C'est même au timbre de voix, juste au timbre de voix, tu le sens. Alors, quand il y a des milliers de témoignages, je te laisse même pas imaginer, encore une fois. Alors effectivement, tu utilises donc le terme de chasse aux monstres. Donc tu l'as compris, c'est tout sauf un monstre. C'est une race de loup. Voilà. Donc, au sein du loup-garou, il y a plusieurs typologies, plusieurs morphologies. Mais ce n'est pas des loups de différentes créatures. Ce sont toujours des loups-garous. Si tu prends n'importe quelle race de loup, tu verras qu'il y a des différences de longueur de museau, de fourrure, de couleur d'yeux, de musculature, de taille, etc. C'est exactement la même chose avec le loup-garou. Tu retrouveras des loups-garous plus fins, plus gros, plus grands, plus petits, blancs, gris, noirs, jaune fluo. Tu vois, des museaux plus ou moins courts, des couleurs d'yeux qui peuvent, suivant la lumière, suivant la porphyrine qu'il y a sur les yeux, c'est-à-dire c'est une pellicule qui les protège des rayons du soleil, puisque ce sont des animaux nocturnes, j'en parle aussi dans mes livres. Donc ils peuvent être jaunâtres, enfin ambre, rougeâtres, donc c'est une légère pellicule, hein. C'est pas les yeux précisément qui sont injectés, enfin tout rouge, c'est une légère pellicule qui émettent des reflets très intenses. J'ai eu affaire à ça devant moi. Et puis une multitude de témoignages. Donc moi je parle de ça il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, non plus sur une simple passion pour le loup-garou, mais vraiment sur l'existence même du loup-garou. C'est des questions de bon sens au début, mais comment ça se fait qu'il y en a qui aient les yeux rouges, puis d'autres des yeux marrons, des yeux noirs, tu vois rien de la pupille, tu vois rien du tout. Voilà, c'est normal. Il y a tout des lignées différentes, il y a des portées différentes, des morphologies différentes qui évoluent selon aussi le contexte géographique. Voilà, donc les loups-garous blancs, généralement, ou clairs, on les retrouve plutôt en Russie, au Canada, des choses comme ça. Mais pas tous, hein. Il y en a qui ont aussi des couleurs. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a que des loups-garous blancs, mais ça serait plutôt dans des régions froides, etc. Donc il n'y a pas deux créatures, à part un dogman, un loup-garou, c'est des conneries, c'est pas vrai du tout. Il y a juste le loup-garou qui
porte plein de noms différents selon les contrées, selon les cultures, selon... voilà. Et ça s'arrête là. Voilà. Alors oui, ensuite, puis à la fin, donc 1h18, tu trouves ça suspect qu'il n'y ait pas de déclenchement. Alors je te rassure, pour y passer beaucoup de temps, et pas juste avec une ou deux caméras, mais beaucoup de caméras, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Même j'ai laissé parfois des caméras pendant un mois dans des forêts. Alors il y a des caméras qui vont capter des animaux, et d'autres pas du tout. Voilà. Ça dépend sur si c'est un terrain où il y a un passage, ou qui est peut-être un peu trop boisé, un peu trop épineux, voilà. Ça dépend aussi peut-être, alors toi tu l'as pas laissé non plus un mois, mais il peut y avoir des odeurs un peu dérangeantes. Tu sais que les odeurs peuvent rester plusieurs semaines parfois. Surtout quand on a passé du temps à plusieurs dans une zone. En fait, ça s'explique un peu naturellement ces choses-là. Il n'y a rien d'extraordinaire en soi. En soi, il n'y a rien pas suspect. Je m'arrête là. J'aurais pu faire beaucoup plus long. Hein. C'était déjà long, je viens de dire. Merci d'avoir suivi, en tout cas. Encore une fois, j'ai fait chier tout le monde avec ça, mais je m'en fous. Parce que c'est la vérité. Et la vérité, bah c'est la vérité. Les livres, soit sur Amazon directement, soit contactez-moi, lougaroufrance@gmail.com, lougaroufrance@gmail.com. Et j'espère que cette vidéo spéciale discernement aura contribué encore un peu plus à vous rapprocher de la bête, du monstre. et puis vous éclairer, parce que faites attention à ceux qui se prétendent comme étant spécialisés, chasseurs de signes, vous savez, ça part dans tous les sens, de toute façon dans tous les domaines, hein, comme ça. Mais si vous prenez le temps de lire mes livres et de bien écouter tous les travaux effectués sur Loup-garou France, de vidéo en vidéo, alors je sais, il y en a beaucoup, hein, mais il faut y passer du temps avant de donner un avis. Toujours. Et ben, vous verrez que ce que j'explique, c'est la vérité, tout simplement. Donc apprenez-en plus et de façon sérieuse. Voilà, merci pour votre soutien. Tac, on like, évidemment. On s'abonne. Et la cloche. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous voulez soutenir activement, financièrement, mes activités et mes prochains reportages et témoignages, enfin tout le travail effectué perpétuellement, qui te fait vibrer et qui t'apprend plein de trucs, et bien vous avez le PayPal. Voilà, sur PayPal, c'est une bonne méthode pour continuer l'aventure, car vous l'avez constaté, il y a des pubs sur mes vidéos, mais j'ai beaucoup épuré, ça coupe pas toutes les 10 minutes. Donc, et c'est normal, parce que sinon ça devient insupportable à regarder. C'est déjà des fois même une pub, c'est chiant. Alors on en a 10 c'est plus supportable. Merci infiniment pour votre soutien, pour votre bienveillance. Et à très bientôt, vous étiez sur Loup-garou France.